Tu crois connaître cette histoire. Un garçon pauvre, des haricots magiques et un plant de haricots qui grimpe jusqu'aux nuages, avec un géant qui l'attend au sommet. Mais si je te disais que Jack et le haricot magique est plus ancien que la Bible, plus ancien que les pyramides, plus ancien même que l'écriture elle-même, car enfoui sous ce conte pour enfants se cache un secret ancien, vibrant, une histoire transmise oralement depuis plus de 5000 ans, une histoire de géants, de dieux et de quelque chose de bien plus sombre et oublié. Après avoir entendu la vérité derrière Jack et le haricot magique, tu ne verras plus jamais ce conte de la même manière. Bienvenue de nouveau, chers Darklings. Avant de dévoiler les secrets de Jack et le haricot magique, commençons par la version que tu penses connaître. Il était une fois, dans une petite maison aux abords d'un village gris, une veuve et son unique fils, un garçon nommé Jack. Ils n'avaient plus ni argent, ni nourriture, alors la mère demanda à Jack de prendre leur dernier bien, une vache, et de la vendre au marché. Mais en chemin, Jack rencontra un étranger. Au lieu de pièces d'argent, l'homme lui offrit une poignée de haricots. Des haricots magiques, dit-il, avec un éclat étrange dans les yeux. Jack, jeune et naïf, accepta l'échange sans hésiter. Lorsqu'il rentra chez lui, sa mère entra dans une rage folle. Elle jeta les haricots par la fenêtre et envoya Jack se coucher sans dîner, des larmes de frustration coulant sur son visage. Mais pendant la nuit, quelque chose poussa. Un immense haricot sortit de terre, se tordant, s'enroulant, s'élevant jusqu'aux nuages. Jack, curieux et audacieux, commença à grimper. Il monta de plus en plus haut jusqu'à ce que le sol disparaisse sous la brume. Et au-dessus, il découvrit une terre étrange. Au sommet, il trouva un immense château de pierre. Il frappa et la porte s'ouvrit dans un grincement, révélant une femme imposante, une géante. « Va-t'en !» le prévint-elle. « Mon mari est un géant et il mange les garçons au petit déjeuner. » Mais en voyant la faim dans les yeux de Jack, elle eut pitié de lui. Elle lui apporta du pain, du fromage, un bol de lait et le laissa s'asseoir près de la cheminée. Et lorsque le mari rentra à la maison, ses pas firent trembler les murs du château. Elle cacha Jack dans le four. Et puis on entendit cette voix tonitruante « Fée, fi, faux, fume, je sens l'odeur du sang d'un Anglais. Qu'il soit vivant ou mort, j'écraserai ses os pour faire mon pain. » Mais la femme du géant resta de marbre. « Il n'y a aucun garçon ici, » dit-elle. Et le géant, grognon, mangea son dîner, compta ses sacs d'or et s'endormit près du feu. Lorsque le château plongea dans le silence, Jack sortit discrètement, vola un sac d'or et descendit le haricot avant que les premiers rayons du matin ne percent les nuages. Pendant un temps, Jack et sa mère vécurent heureux. Mais quelque temps plus tard, Jack grimpa de nouveau sur le haricot magique. Et une fois encore, l'épouse du géant le nourrit et le réchauffa près du feu, avec ce même geste silencieux de compassion qui lui sauvait la vie. Et une fois encore, elle le cacha quand le géant rentra, le sol tremblant sous ses pas immenses, l'air vibrant de menace. Cette fois-ci, Jack aperçut une poule qui pondait des œufs en or. Il attendit que le géant s'endorme, puis saisit la poule avec des mains tremblantes et s'échappa par le pied du haricot. Mais ce n'était pas encore fini. La faim de Jack pour plus grandissait comme la tige elle-même qui l'avait mené au ciel. Lors de sa 3e ascension, Jack vola une harpe en or. Une harpe qui jouait seule, avec une voix qui rappelait le vent soufflant à travers des cloches d'argent, un son qui semblait porter mémoire et émotion. Mais alors qu'il courait, la harpe cria « Au secours, maître! Un garçon est en train de me voler !» Le géant se réveilla et se lança à sa poursuite, rugissant, chacun de ses pas résonnant comme un coup de tonnerre. Jack descendit le haricot en vitesse, la harpe dorée gémissant dans ses bras, ses notes s'élevant comme le chant d'une sirène. Au-dessus de lui, les nuages grondaient, le géant se rapprochait, chaque pas secouant le ciel. Quand Jack atteignit le sol, il cria à sa mère « Apporte la hache !» Elle arriva en courant, la hache à la main, et Jack se mit à couper avec fureur et désespoir. La tige trembla, se fendit. Le géant était déjà à mi-chemin,
se rapprochant à chaque battement de cœur, tel un fracas. Jack frappa encore et encore. D'un coup final, le haricot magique se brisa, éclata et se détacha. Le géant tomba à travers les nuages, à travers le ciel, jusqu'à la terre, avec un rugissement qui résonna sur des kilomètres. Il mourut sur le coup, écrasé par le poids de sa propre chute. Jack et sa mère vécurent heureux pour toujours. Du moins, c'est ce que raconte l'histoire. L'histoire que tu viens d'entendre, celle des haricots magiques, du pied de haricot et des trésors en or, est la plus proche de la version écrite par le folkloriste Joseph Jacobs en 1890. Mais l'histoire de Jack ne commence pas là. En réalité, lorsqu'elle arriva sur les pages imprimées, elle était déjà bien ancienne. La version imprimée la plus ancienne que l'on connaisse est une parodie. En 1734, un petit livret intitulé « Jack Spriggins et le haricot enchanté » fut publié à Londres, se moquant ouvertement de l'histoire. Il dépeignait Jack comme un personnage ridicule, tournant en dérision l'idée de haricot poussant jusqu'au ciel et riant de l'idée même de château dans les nuages. Mais voilà le problème. On ne peut parodier quelque chose que si le public le connaît déjà. Ce qui signifie que même dans les années 1730, Jack et le haricot magique devaient être si connus, si familiers, qu'ils pouvaient déjà être tournés en dérision dans la presse. Et à peine quelques décennies plus tard, en 1807, une version plus traditionnelle vit le jour, l'histoire de Jack et le haricot magique, publiée par Benjamin Tabard. Mais entre les mains de Tabard, l'histoire changea. Jack n'était plus seulement un garçon pauvre, il devint un justicier. Une fée lui révéla que le géant avait assassiné son père et volé sa richesse. Soudain, Jack ne volait plus. Il rétablissait la justice. C'était une approche très victorienne. Transformer un personnage espiègle et chaotique en véritable héros moral. Quelqu'un qui ne vole pas par cupidité, mais par justice. Qui tue le géant non pour l'or, mais pour venger son père. Et ainsi, le chaos devient ordre narratif. En d'autres termes, on a donné à Jack une mise à jour morale. Mais les anciens conteurs ne se souciaient pas autant de justice ou de rédemption. La version qui résonne avant les versions imprimées, celle transmise à voix basse de génération en génération, dépeint un Jack plus sauvage, plus rusé, moins éthique. Le Jack que Joseph Jacobs entendit de Madame Hunt en 1890 ne connaissait ni fée ni vengeance. Il n'était pas guidé par une révélation, mais par la faim, la curiosité et la chance. Ce n'était pas un héros, c'était un filou archétypal, un garçon qui s'introduit, trompe et s'échappe avec ce qui ne lui appartient pas. Il n'y a pas de leçon, il y a l'instinct. Le genre de personnage qui survit dans un monde où le bien et le mal sont définis par celui qui arrive vivant à la fin de l'histoire. Et puis, il y a le chant. Fi, fi, fo, fum. Je sens l'odeur du sang d'un Anglais. Familiarité troublante. Mais personne ne sait vraiment ce que cela signifie. Shakespeare le cite déjà dans Le Roi Léar, comme s'il était déjà ancien à son époque. Et il l'était. Un écho venu de loin, peut-être des collines, peut-être des tribus. Certains chercheurs, comme Charles May, ont tenté de traduire cette séquence apparemment absurde à partir de l'ancien gaélique. Selon lui, cela signifierait quelque chose comme « Il y a ici de la nourriture, assez pour être rassasié ». Un appel, un rituel, un enchantement primitif, pas seulement des mots, mais un code. Les géants ne sont pas nouveaux. David affronta Goliath dans les Écritures. Ulysse trompa Polyphème dans sa caverne. Les dieux nordiques firent la guerre aux Jötun, des êtres aussi anciens que la création elle-même. Ils sont partout, comme si l'humanité avait hérité d'une mémoire collective de créatures gigantesques, puissantes, enfouies sous les mythes. Mais, et si le géant de l'histoire n'était pas le méchant? Et s'il était le dernier survivant d'un monde antérieur au nôtre? Et si sa mort n'était pas seulement un climax narratif? Et si c'était une métaphore d'invasion, un souvenir de conquête? Car Jack monte au ciel, il envahit, il prend, il tue. Il vient de l'extérieur. Il entre dans un royaume qui n'est pas le sien.
il prend ce qui brille, il élimine celui qui le garde, et il redescend, chantant sa victoire, comme un colonisateur séduit par sa propre légende. Et ce qui dérange le plus, ce n'est pas l'exagération, c'est la ressemblance avec les motifs répétés de l'histoire humaine. Conquérir, réécrire, moraliser. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire fut découvert. En 2016, des chercheurs mirent au jour un indice oublié dans le temps, une preuve qui transforme Jack et le haricot magique d'une fable pour enfants en un artefact culturel ancestral. Dans le monde du folklore, cette histoire est cataloguée sous le code ATU 328, un système utilisé pour classifier les archétypes narratifs à travers le monde. Son titre technique, L'enfant qui vola le trésor de l'ogre. Et c'est là que commence l'étrangeté. Car des versions de cette histoire ne sont pas confinées à l'Angleterre. Elles surgissent dans des régions aussi éloignées que l'Italie, la Scandinavie, l'Inde et au-delà. Toujours avec le même noyau, un enfant pauvre, un monde interdit, un monstre gardien et un vol audacieux. Comme si chaque culture, à travers les millénaires, avait entendu le même murmure venu de quelque part, au-delà du temps. Les chercheurs appliquèrent une analyse phylogénétique, une méthode empruntée à la biologie évolutive qui sert normalement à retracer l'ADN. Mais cette fois, ce n'était pas le sang qu'ils décodaient, c'était le mythe. Et ce qu'ils découvrirent fut troublant. La structure de l'histoire de Jack remonte à plus de 5000 ans. Cela la rend plus ancienne que la Bible, plus vieille que les pyramides d'Égypte, antérieure même à l'écriture. Une histoire qui a survécu au temps non parce qu'elle fut gravée dans la pierre, mais parce qu'elle fut transmise de bouche à oreille, de feu de camp en feu de camp, de génération en génération. Selon ces chercheurs, ce récit prit naissance chez les proto-indo-européens, un ancien peuple nomade qui parcourait les plaines entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, le sud de la Russie et l'ouest du Kazakhstan. Ils ne bâtirent pas de temples, ne laissèrent pas de bibliothèques, mais ils laissèrent des histoires. Et il est possible que Jack et le haricot magique soient l'un des derniers témoins vivants de cette voix éteinte. Ces nomades parlaient la langue mère d'une grande partie des langues modernes, grec, latin, sanskrit, celte, mais plus encore. Ils parlaient en mythes, la seule héritage que le vent n'a pas pu effacer. Des tombes, des armes, des céramiques et des histoires. Car si Jack est un murmure venu des steppes ancestrales, alors il n'est pas simplement un garçon curieux, il est un héros culturel, une figure mythique qui traverse les mondes, affronte l'interdit et revient avec quelque chose qui change tout, comme Prométhée, le titan qui escalada l'Olympe pour voler le feu des dieux et l'offrir à l'humanité, un vol divin, un sacrifice éternel. Dans la cosmologie maya, la Voie lactée était appelée l'arbre du monde, une rivière céleste qui reliait les mondes, empruntée par les âmes dans leur passage vers l'au-delà. Mourir, c'était grimper, traverser. Dans la mythologie nordique, il y avait Yggdrasil, l'arbre cosmique reliant les royaumes des vivants, des morts et des dieux. Dans la philosophie hindoue, l'Ashvata, un arbre sacré dont les racines sont dans le ciel et les branches touchent la terre. Et dans les traditions chamaniques de Sibérie et de Mongolie, on disait que l'âme des morts grimpait par un tronc sacré, un arbre central, pour atteindre le monde spirituel. La tige de haricot de Jack n'est pas qu'une plante. C'est un pont vertical, un symbole archétypal, une spirale d'ascension. Elle pousse à partir de rien, comme si elle avait été invoquée depuis une autre dimension. Et au sommet, il n'y a pas le ciel. Il y a un château, une harpe dorée qui chante seule, une poule qui pond des œufs d'or, et dans certaines versions, un sac qui ne se vide jamais. Mais ces objets ne sont pas des gadgets magiques, ce sont des archétypes. La harpe, musique, âme, inspiration. La poule, subsistance éternelle. Le sac, abondance infinie. Ce sont les dons de la traversée, les présents de celui qui a visité l'au-delà et est revenu. Et le géant, peut-être n'est-il pas seulement un méchant,
Peut-être est-il le gardien de la frontière entre les mondes, comme Hadès, Yama, ou les dieux aux bouches closes qui veillent sur les portails de la mort. Jack ne le vainc pas en combat. Il le trompe. Il prend les trésors, retourne par le même chemin et détruit le pont. Il coupe le haricot. Il ferme le portail. Le voyage s'achève, mais quelque chose a changé. Il ne revient pas comme le même garçon. Il revient avec le sacré. Ce n'est pas seulement un conte. C'est une descente et une ascension. Un voyage initiatique déguisé en fable. Il monte, affronte le gardien, survit, revient et détruit l'échelle. Comme Inanna dans le mythe sumérien qui descend dans le monde souterrain, est dépouillé de tout, meurt, puis renaît. Comme Orphée qui traverse l'Hadès pour retrouver Eurydice. Comme Dumuzi, le dieu du cycle, de la mort et de la résurrection. Jack, comme eux, confronte la fin et trouve quelque chose d'éternel. Peut-être qu'au fond, Jack n'a pas seulement volé un géant. Peut-être qu'il a été choisi, un élu, celui qui a vu l'autre côté et en est revenu. Et si cela t'a troublé, attends de découvrir la vérité derrière Hamelin. Clique pour écouter l'histoire glaçante du joueur de flûte, si tu as le courage. Et on se retrouve, si le voile le permet, dans la prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité lorsqu'elle vibre sous le voile du mythe. Merci, non pas pour avoir regardé, mais pour avoir soutenu l'écoute, l'émerveillement, le silence nécessaire pour que des histoires comme celle-ci révèlent ce qu'elles n'ont jamais osé dire à voix haute. Il est rare de trouver quelqu'un qui reste jusqu'au bout. Vous n'avez pas seulement écouté, vous avez traversé. Tout mythe est une ruine vivante. Et aujourd'hui, parmi les décombres d'une fable pour enfants, vous avez trouvé les fondations de quelque chose qui a toujours été là. La mémoire de ceux qui osent monter et revenir avec le feu dans les yeux. Commentez. J'ai traversé la tige. Je suis revenu avec le silence. Et si Jacques cachait plus que ce que nous savions, Hamelin cache plus que ce que nous pouvons supporter. Cliquez maintenant, si vous avez le courage de suivre le son qui résonne encore. On se retrouve là-bas, en silence, dans 5 secondes.